Alors bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la fin de l'homme loup pour l'homme, l'écologie 100%, bref, le paradis terrestre. La fin des frontières, la fin du travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qui est un quasi-esclavage. Voilà. Et donc, voilà, un monde complètement ouvert qui a accédé à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la spiritualité universelle. Bref, le paradis. Voilà. Alors, pour démontrer un peu, pour préciser cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages. Et là, en ce moment, c'est la dernière étape. Je travaille sur... Je lis un petit passage de cet ouvrage-là, de Norman O. Brown, sur Eros et Thanatos, la psychanalyse appliquée à l'histoire. Et, bon, il y a déjà 22... vidéos qui ont été réalisées. Je pense que celle-ci, ça va être la dernière, au moins pour ce chapitre, dédié à la mort et à l'extase, au nirvana. Voilà. Donc, je vais continuer à lire et je digresse. Alors, l'idéal, c'est d'aller écouter la vidéo précédente, au moins pour avoir une vision un peu plus claire de ce qui est dit et pour comprendre où j'en suis. Alors, construire un conscient humain assez fort pour accepter la mort. C'est là une tâche que la philosophie et la psychologie peuvent accomplir tous deux, et l'art également. Alors là, c'est vraiment un conscient humain assez fort pour accepter la mort. En fait, dans ma théorie, l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. Il en parle d'une certaine façon dans cet ouvrage-là, qui est des années 60, et qui est à peu près dédié à Freud, évidemment, sur Eros et Thanatos. C'était un petit peu son travail, une partie de son travail fondamental. Et donc, selon ma théorie, l'humanité va vers sa perfection, et dans cette perfection, il y a l'accès à l'extase, en fait, au nirvana, à l'éveil, peu importe comment on appelle cet état transcendantal. Mais dans cet état, on a dépassé la mort. On n'a plus peur de la mort. La mort n'existe plus, tout simplement, dans l'esprit, et donc elle est plus présente. Elle est plus ni dans le refoulé, ni dans l'esprit conscient, ni on est dans le présent absolu, dans l'état d'extase. On est posé sur le présent absolu. On n'a plus de référence avec le passé, plus de référence avec l'avenir. On n'a pas d'anticipation, on n'a pas de projet. On vit l'instant présent, on est en contemplation, en amour avec l'ensemble de la création. Et c'est tout, en somme. On se laisse porter par la vie et on vit la vie comme ça. C'est cet état qui est l'état d'extase. Et c'est ce vers quoi, à mon sens, va l'humanité. Alors, la philosophie et la psychologie peuvent accomplir tous deux, et l'art également. Rilke affirme que le poète a pour mission de lier ensemble la vie et la mort. Quiconque comprend bien et célèbre la mort, a-t-il dit, exalte en même temps la vie. Et Rilke, et c'est clair que quand on lit de la poésie contemporaine, moi j'aime beaucoup les poètes contemporains, on se rend compte ils poursuivent cette tradition de lier la vie et la mort. C'est très très fort, quoi, la poésie contemporaine. Si vous avez l'occasion de lire des auteurs contemporains, c'est une pure merveille. Et justement, il y a cette
il y a ce concentré où les deux forces les plus fortes, en fait, la force de vie, la vie, et la mort sont toujours présents dans la poésie, très souvent présents dans la poésie contemporaine. Mais la dure vérité sur laquelle la psychanalyse doit insister, c'est que l'acceptation de la mort, sa réunification avec la vie dans le conscient, ne peuvent être obtenues ni par la discipline de la philosophie, ni grâce aux séductions de l'art, mais seulement par la suppression du refoulement. Et voilà que l'extase, c'est la seule façon de supprimer clairement le refoulement. La psychanalyse peut le faire, évidemment, elle peut travailler sur ça, mais c'est un travail de longue haleine, etc. L'état d'extase élimine le refoulement, et c'est ce vers quoi on va. Et donc élimine la mort, puisque la mort est dans le refoulement à ce niveau-là. L'homme né de la femme est destiné à mourir, est un corps doué d'instinct physique. C'est seulement si Eros, l'instinct de vie, peut affirmer la vie du corps que l'instinct de mort peut affirmer la mort, et en affirmant la mort, exalter la vie. Puisque le refoulement de la mort et le refoulement de l'individualité ont une telle importance dans l'histoire humaine, la psychanalyse devrait être en mesure de déceler leur rôle dans la formation des névroses de la vie individuelle. Et oui, je pense qu'elle en est capable. Cependant, mais maintenant elle en est capable. Cependant, Freud, peut-être parce qu'il lui manquait le concept du refoulement de la mort, ne fit pas usage de son hypothèse d'un instinct de mort, distincte d'un instinct agressif dans ses écrits cliniques. Mais si la mort est l'aspect de la vie qui confère à la vie l'individualité, l'indépendance est un caractère séparé, alors, a priori, le refoulement de la mort devrait engendrer des symptômes révélant d'une part le désir d'échapper à l'indépendance et au caractère séparé, d'autre part le retour obligatoire de l'instinct refoulé. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes. Par exemple, le désir d'indépendance. Mais cette attitude ambivalente à l'égard de l'indépendance et du caractère séparé existe au fond dans toute névrose, d'après les derniers écrits cliniques de Freud. La cause finale du refoulement et de la névrose, c'est l'angoisse. Et l'angoisse est l'angoisse d'être séparé de la mère protectrice. L'une des caractéristiques de la personnalité névrotique, c'est une fixation durant toute la vie adulte au schéma infantile de la suggestion. La suggestion, je ne sais pas si c'est pas le fait de téter, j'en sais rien. Quoique Freud n'établisse pas les liens théoriques nécessaires entre l'angoisse et son instinct de mort, il déclare pourtant que dans l'angoisse, le moi redoute une sorte de rejet ou d'anéantissement. Alors, c'est là où on voit que, parce que je pense que cette angoisse, Heidegger en parle beaucoup. Et est-ce qu'il n'est pas allé le chercher justement dans les psychologues précédents? Je pense à Piaget, je ne sais pas s'il s'appelle Piaget et Freud évidemment. Il semble par conséquent que la capacité spécifiquement humaine d'éprouver de l'angoisse reflète bien une révolte contre la mort et l'individualité, ou du moins un trouble profond dans l'unité organique de la vie et de la mort. L'angoisse nous sert évidemment c'est dans la chrysalide d'un primate naturel en un humain abouti, l'angoisse, elle est logique parce que la mort est montée à la conscience. On a développé une conscience et dans cette conscience, on a pris conscience de la mort. Et donc, il faut pouvoir... Il y a tout un tas de processus qui permettent de
de le gérer. L'angoisse, le fait de mettre tout dans le subconscient, etc. Il y a tout un tas de choses qui permettent de gérer cette angoisse, sinon qui émergerait complètement. Et s'il existe un lien entre le sentiment humain du temps et le sentiment humain de la mort, nous sommes également fondés à soupçonner l'existence d'un lien entre le temps et l'angoisse. Bien sûr qu'il y a un lien entre le temps et l'angoisse, et le temps, c'est une création de l'humanité. C'est l'humanité qui se pose cette question du temps et qui l'utilise pour construire la perfection où on aura dépassé le temps également aussi, puisqu'on reste posé dans le présent. Donc on n'a plus besoin de temps dans cette dernière partie de l'évolution humaine vers cette perfection. Kierkegaard s'exprime comme un psychanalyste quand il dit « Sans l'inquiétude, le temps n'a pas d'existence réelle. Il n'existe pas pour les animaux qui ignorent absolument l'angoisse. » Il a tout dit et c'est juste et c'est comme ça. Voilà la fin de ce chapitre. On est arrivé à 23 vidéos de 25 minutes environ. Celle-ci sera plus courte, mais en gros c'est ça. Voilà. Bon, tous les chapitres sont grandioses. Après, il y a la mort et l'enfance, et il y a sans doute... je vais lire un petit peu les chapitres de cette maladie appelée l'homme. La première partie, c'est le problème, la névrose et l'histoire. Deuxième partie, Eros, sexualité et enfance, le moi et l'autre, Narcisse. L'art et Eros, ça c'est intéressant, Narcisse, il faudrait que je le lise. Le langage et Eros. Troisième partie, la mort, le dualisme et la dialectique des instincts. La mort, le temps et l'éternité, c'est celui qu'on vient de gérer. La mort et l'enfance. Quatrième partie, sublimation. Les ambiguïtés de la sublimation. Là, je pense qu'il faut que je fasse aussi surtout ce quatrième partie. Examen psychanalytique et civilisation. Apollon et Dionysios. Ça aussi, ça me paraît très important. Étude sur le caractère anal. Bon, la vision excrémentielle, l'ère protestante, le lucre infâme. Ça, on le laissera. Sixième partie, l'issue. La résurrection du corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'on commencera par la sixième partie, mais j'ai autre chose à faire avant, et je pense que je vais travailler sur l'expérience extérieure par Georges Bataille. J'ai trouvé ce livre hier, et j'ai envie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, il parle de l'extase. Je ne l'ai pas lu encore. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pédagogique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité de l'espace, et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre, j'essaye de démontrer cette théorie. Et voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt. Merci, au revoir.